cette invitation qui est l'occasion de présenter la réflexion qu'on a menée au Centre Hubertine Auclair sur la question des cyberviolences à caractère sexiste et sexuel. Ça permettra, mon intervention qui vient clore cette journée, tenez bon, car elle va vous permettre peut-être de porter des clés d'analyse sur ce qui vient d'être dit aussi cet après-midi, je vais vous présenter un peu des clés d'analyse sur la dimension sexiste d'un certain nombre de cyberviolences. Je vais juste présenter brièvement d'où je parle. Le Centre Hubertine Auclair, c'est le centre francilien pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Peut-être certaines d'entre vous le connaissent. On a un centre de ressources donc, sur l'égalité qui est basé à Paris, dans le 15e arrondissement, pour pas longtemps, puisqu'on est en train de déménager à Saint-Ouen. On rayonne sur toute la région Île-de-France. On a le statut d'association et aussi d'organisme associé de la région Île-de-France. On a pour membres non pas des personnes physiques mais des personnes morales, principalement des associations, comme vous le voyez, plus d'une centaine d'associations féministes ou qui ont un axe fort sur l'égalité femmes-hommes, mais aussi des syndicats et des collectivités locales, des villes, des conseils départementaux, par exemple la ville de Paris, le conseil départemental du Val-de-Marne ou de Seine-Saint-Denis, qui s'engagent sur les questions d'égalité femmes-hommes. Et notre objectif, en un mot, c'est d'accompagner tout individu, toute structure qui veut mener une action, un projet, un programme en faveur de l'égalité femmes-hommes. Donc ces appuis, ça peut être très varié. Ça peut aller d'un appel d'une lycéenne qui prépare un exposé sur le droit de vote des femmes, où on va outiller ou orienter vers des ressources utiles, jusqu'à une collectivité locale qui veut mettre en place, par exemple, la budgétisation sensible au genre. Donc on accompagne tous ces acteurs, toutes ces actrices sur tous les champs de l'égalité femmes-hommes, mais on a deux axes thématiques en particulier sur lesquels on développe davantage. L'un, c'est sur l'éducation à l'égalité. Là, je pense qu'on sera toutes et tous d'accord aujourd'hui pour dire que agir pour l'égalité, c'est aussi agir dès le plus jeune âge. On a une convention d'ailleurs avec le ministère de l'Éducation nationale sur ce volet-là. Et le deuxième axe thématique, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Au sein du Centre Hubertine Auclair, on a un observatoire régional des violences faites aux femmes. C'est de là où je parle plus précisément. Vous pouvez retrouver tout un tas de ressources en ligne. On a un centre francilien, mais toutes nos ressources sont facilement accessibles pour tous les professionnels qui sont intéressés. Vous voyez ici affichées à l'écran les ressources qui sont produites par l'observatoire régional. L'objectif, c'est de produire des connaissances sur les violences faites aux femmes. Donc, on produit des rapports, des études. Je vous ai mis ici à l'écran une recherche-action qu'on a menée sur les violences vécues par les jeunes femmes de moins de 25 ans, qui sont souvent hors radar des dispositifs spécialisés. On a également pour objectif de mettre en réseau les acteurs et les actrices. Vous voyez au milieu une cartographie des dispositifs spécialisés pour accueillir, accompagner les femmes victimes de violences. Vous pouvez, via le moteur de recherche et notamment via le code postal, trouver les ressources spécialisées pour orienter des victimes en fait, qui auraient besoin d'un accompagnement spécialisé. Et enfin, le dernier axe, c'est la sensibilisation. Et vous pourrez retrouver sur notre site des campagnes. Chaque année, on fait une campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Il y a 2 ans, c'était sur les violences dans les relations amoureuses. Tu m'aimes, tu me respectes, l'affiche que vous voyez en jaune et noir. Et puis plus récemment, on a fait une campagne sur le sexisme de manière générale, à chaque fois diffusée dans les lycées. C'est notre cible principale pour ces outils de sensibilisation. Tout ça est accessible sur le site. Je vous invite du coup à le parcourir. Mais aujourd'hui, ce qui m'amène à échanger avec vous, c'est justement à l'intersection entre notre mission sur l'éducation à l'égalité et sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et il y a maintenant 5 ans, différents professionnels de la jeunesse et de l'éducation avec qui on travaille au quotidien sont venus vers nous de plus en plus pour nous dire voilà, on est face à un phénomène qui nous semble nouveau, donc les cyberviolences, et il nous semble que les filles sont davantage exposées. Aidez-nous pour mettre en place des actions de prévention. Donc on s'est dit, ok, effectivement, là on a de plus en plus de demandes, on a commencé à creuser ce qui existait en termes d'outils, mais surtout on a cherché d'abord à voir ce qui existait en termes d'enquête pour pouvoir mieux mesurer, mais aussi caractériser le phénomène des cyberviolences.
Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait des enquêtes, des recherches qui étaient menées au niveau international. On a quelques données aussi en France. Ces données définissent le cyberharcèlement, les cyberviolences de manière souvent différente, donc elles sont difficiles à comparer entre elles. Mais par contre, ce qui revenait de manière systématique dans toutes ces enquêtes, c'est que les filles, effectivement, étaient davantage exposées à du cyberharcèlement, des cyberviolences que les garçons. Ces enquêtes proposent donc des données sexuées. On peut compter le nombre de filles, compter le nombre de garçons exposés à un certain nombre de situations de violence, mais ne permettaient pas de comprendre pourquoi. Donc c'est face à ce manque en fait, d'outils pour comprendre qu'on a lancé une étude, et c'est ce que je vais vous présenter brièvement là. On a lancé une étude pour analyser les cyberviolences dans une perspective de genre, parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas construire et orienter vers des actions de prévention si on n'était pas en capacité de bien comprendre la dimension sexiste d'un certain nombre de cyberviolences. Alors cette enquête, elle a été réalisée, coordonnée par le Centre Hubertine-Auclair, mais réalisée par un laboratoire de recherche appelé un appel d'offres, Louis Yep, qui est rattaché à l'université Paris-Est-Créteil. On l'a choisi parce qu'il avait la double spécialité de travailler à la fois sur les questions de genre et d'éducation, et en même temps sur les questions de violence en milieu scolaire. Et donc c'est Sigolène Couchot-Chiex et Benjamin Moignard qui ont dirigé cette étude. Vous voyez ici à l'écran, vous pouvez tout à fait, via le site, accéder au rapport complet, mais aussi à la synthèse que vous voyez au milieu de cette enquête pour pouvoir avoir des détails un peu plus précis. Je vais vous présenter là juste les grandes lignes. Alors, cette enquête, elle a été réalisée en Île-de-France auprès de 12 établissements scolaires. On a enquêté auprès des collèges, des collégiens, collégiennes et lycéens, lycéennes, en tout à peu près un peu plus de 1100 élèves entre 12 et 15 ans. On les a interrogés tout d'abord sur un volet plus quantitatif à travers un questionnaire posé pendant 1 heure de classe sur les violences subies depuis le début de l'année scolaire, des violences subies en ligne et hors ligne. Pour nous, c'était important de ne pas isoler les cyberviolences du reste de la vie sociale des interactions des jeunes. Et ensuite, on a réalisé des entretiens de groupe avec les jeunes en demi-classe, mixte, non mixte, pour éviter, pour lever en tout cas certains biais, et puis des entretiens avec les équipes dans chacun des établissements scolaires, au moins 4 entretiens dans chaque établissement scolaire. Alors qu'est-ce qu'on a observé ? Alors tout d'abord, on a observé des formes de violence qui n'ont pas attendu les réseaux sociaux, Internet pour se développer, mais qui se trouvent là plutôt amplifiées, on va dire, par ces outils, ces moyens numériques. C'est le cas des rumeurs sur les réseaux sociaux, on en parlait juste avant avec le Serious Game, mais aussi des insultes sur l'apparence physique. On voit que ces deux formes de violence touchent davantage les filles, comme vous le voyez ici à l'écran, que les garçons. Ces phénomènes ont été donc amplifiés par les réseaux sociaux. Mais l'enquête a aussi permis de mettre en avant des phénomènes qui sont plus spécifiques au fonctionnement même des réseaux sociaux, notamment via les diffusions d'images, tout ce qui est un contenu photo ou vidéo. Alors la première donnée en fait, de l'enquête qui est intéressante à analyser, qui, on va dire, remet en perspective certaines idées reçues qu'on a pu voir dans les entretiens avec les équipes encadrantes des établissements scolaires, c'est que les filles et les garçons réalisent des selfies intimes dans des proportions finalement assez proches, puisque beaucoup, en tout cas de professionnels, avaient tendance à dire oui, mais les filles font un peu n'importe quoi en ligne, elles postent beaucoup de photos. Bon, là en tout cas, le fait de faire des selfies intimes, on en a parlé aussi cet après-midi, sûrement vous en avez parlé ce matin, c'est une activité assez banale qui, dans l'enquête, concernait 6 à 7,5% des élèves, filles et garçons confondus. Par contre, là où il y avait des différences marquées du point de vue du genre, c'est que les filles ont déclaré 2 fois plus que les garçons avoir été contraintes à envoyer ce contenu, alors qu'elles n'en avaient pas vraiment envie. Et cette contrainte, c'est surtout une contrainte, on va dire, de nature affective, puisque c'était souvent leurs petits copains qui leur demandaient d'envoyer cette photo, leur imposaient en fait d'envoyer cette photo. Et parmi celles qui ont déclaré avoir été contraintes à envoyer un contenu qu'elles ne souhaitaient pas partager, 1 sur 3 déclare qu'elle y a été contrainte plus de 3 fois depuis le début de l'année scolaire, sachant qu'on enquêtait en novembre. En novembre, dans les établissements scolaires, donc pour certaines jeunes filles, en tout cas, c'est un phénomène qui est d'ampleur.
Et puis l'enquête a aussi permis de mettre en évidence un autre phénomène qui est le fait de voir ces photos ou vidéos diffusées sans le consentement ou modifiées aussi, parce que ça peut être aussi très souvent le cas, modifiées sans l'accord. Et là aussi, vous le voyez à gauche, ça concerne davantage les filles que les garçons. Et puis enfin, un dernier phénomène, c'est le fait cette fois-ci de recevoir des contenus à caractère sexuel alors qu'on n'a absolument rien demandé. C'est le cas de jeunes filles dans l'enquête qui faisaient part du fait de recevoir des photos de pénis de garçons de leur classe ou d'établissements scolaires, alors que voilà, elles n'ont absolument rien demandé. Donc des sollicitations sexuelles, mais qui n'ont pas été, qui sont forcées. Et là aussi, ça concerne davantage les filles, vous voyez, que les garçons. Phénomène qui en tout concerne donc 3 filles et 2 garçons par classe. Donc un phénomène qui est d'ampleur en tout cas. Un point important qui a été évoqué aussi tout à l'heure par les intervenantes, l'enquête a mis en évidence la forte imbrication. Je vous le disais, on a enquêté sur les violences subies en ligne et hors ligne. Ce qu'on constate, c'est que la moitié des élèves qui déclaraient avoir subi des violences hors ligne dans des intensités graves ont aussi déclaré des violences en ligne. C'est-à-dire que souvent, ces violences vont prendre racine, par exemple, sur les réseaux sociaux, puis se poursuivre le lendemain dans l'espace court, par exemple, repartir, se renforcer ensuite sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite, ou inversement d'ailleurs. Mais là, cette donnée-là, que vous voyez ici, qui ressort de l'enquête, est vraiment importante à avoir en tête, parce que beaucoup de professionnels dans l'enquête disaient oui, mais les cyberviolences, c'est très difficile pour nous à repérer, parce que ça se passe justement dans un espace auquel on n'a pas accès, les réseaux sociaux. Nous, on ne voit pas, hein, donc on peut pas savoir ce qui s'y passe. Là, en fait, cette donnée invite à penser qu'il y a sûrement de très nombreux signes, en tout cas à pouvoir observer dans la vie tout à fait réelle, puisque ces violences sont très largement imbriquées et qu'il faut penser l'espace social d'un point de vue total et pas isoler les réseaux sociaux du reste de la vie sociale des jeunes. Et je pense que là, au bout de la journée, vous avez aussi ça en tête. Donc un élément important de cette enquête, cette imbrication très forte. Un autre élément qui est ressorti de l'enquête, c'est le fait que c'est des phénomènes qui sont peu repérés. Déjà parce que les jeunes en parlent peu. 1 sur 4 n'avait parlé à personne des violences qui ont été repérées dans l'enquête, mais aussi du fait du faible repérage par les adultes. Ce qui nous a particulièrement marqué dans cette enquête, c'est qu'on a enquêté donc auprès des élèves, mais aussi auprès des personnes encadrantes dans les mêmes établissements scolaires. Et dans les focus group avec les jeunes, tout de suite des cas de cyberviolence étaient évoqués, soit qui étaient très récents, soit qui avaient eu lieu quelques mois auparavant. Et dans le même établissement scolaire, les adultes, dans les entretiens, ne nous ont pas fait part en fait, des situations évoquées par les jeunes. Donc là, il y a vraiment un problème de repérage. Et dans tous les établissements scolaires dans lesquels on a enquêté, les cyberviolences étaient déclarées par les jeunes, quels que soient les établissements scolaires. Je n'ai pas précisé ça au début, mais notre échantillon était un échantillon représentatif des établissements scolaires en Île-de-France. Et quels que soient les établissements scolaires, que ce soit en zone d'éducation prioritaire ou dans une zone plus privilégiée, que ce soit en milieu très urbain ou périurbain, on avait des situations systématiquement identifiées sur l'année passée. Donc un faible repérage, les chercheurs ont mis en évidence 2 effets en particulier. L'effet iceberg, c'est-à-dire que ces phénomènes bénéficient d'une certaine manière d'une double invisibilité. D'une part parce qu'il s'agit de situations qui ont trait au sexisme et qui de manière générale dans notre société sur Internet ou ailleurs sont très largement banalisées ou minimisées. On n'y prête pas l'attention qu'on devrait y porter. Et aussi parce que ça se passe donc dans cet espace dit virtuel auquel les adultes pensent ne pas avoir accès. Donc effet iceberg et effet tsunami, à chaque fois que des cas ont été évoqués dans les établissements scolaires par les équipes encadrantes, ce qui revenait, c'était des situations où il n'y avait pas d'effet avant-coureur, de signes avant-coureurs qui avaient été identifiés, et à chaque fois des situations qui ont pris une ampleur telle qu'il était très difficile de démêler ce qui s'était réellement passé et qui étaient les protagonistes en fait de la situation. Donc un effet tsunami qui souvent conduit, en tout cas c'est ce qu'on a pu observer dans l'enquête, la plupart du temps au départ en fait donc c'était davantage dans le cas des jeunes filles qui sont victimes, le départ des jeunes
filles victimes de l'établissement scolaire. Elles partent de l'établissement scolaire, la situation devenant difficile à gérer pour elles. Et donc c'est malheureusement quelque part la double peine pour ces jeunes filles qui se retrouvent victimes de cyberviolence et contraintes en tout cas pour se protéger de changer d'établissement scolaire, voire même de ville, parce que souvent ces phénomènes ne s'arrêtent pas juste à la porte de l'établissement scolaire. Un autre élément important qui ressort de l'enquête, cette fois-ci plus sur le volet qualitatif, c'est là que peut-être des éléments d'analyse vont vous permettre de venir mettre d'autres pièces du Lego dans ce qui a pu être dit par exemple cet après-midi. Ce que montrent les entretiens qui ont pu être menés avec les jeunes, c'est de comprendre, de décrypter les mécanismes à l'œuvre dans les cyberviolences. La plupart du temps, on peut considérer que les cyberviolences à caractère sexiste et sexuel fonctionnent comme une sorte de police de genre, c'est-à-dire comme une sanction face à la non-conformité aux normes de féminité et de masculinité qui, à l'adolescence, sont particulièrement importantes. Donc on peut dire finalement qu'il y a, au moment de l'adolescence, la socialisation adolescente est marquée par des attentes sociales qui sont très différenciées pour les filles et pour les garçons. Je vous invite d'ailleurs sur ce point-là à lire les travaux d'Isabelle Clair. Je ne l'ai pas mis là dans le PowerPoint. Clair, C-L-A-I-R. C'est une sociologue qui travaille sur l'entrée dans la sexualité des jeunes. Et elle propose vraiment des articles très, très accessibles. Et elle propose justement cette grille de lecture sur des attentes sociales différenciées. Pour les filles, ce qui va être important à l'adolescence, c'est de montrer qu'elles sont des filles bien. Donc qu'est-ce que ça veut dire être une fille bien ? Ça veut dire ne pas laisser libre cours à sa sexualité, à ses désirs. Et si on a une sexualité, il faut qu'elle soit adossée à des sentiments. En tout cas, qu'on montre qu'elle est adossée à des sentiments. Pour un garçon, c'est différent, justement. C'est pour ça qu'on parle d'injonctions sociales différentes. Ils doivent faire la preuve qu'ils sont des vrais mecs, c'est-à-dire surtout pas des filles, au final. Donc être un vrai mec, c'est quoi ? C'est montrer qu'on est fort, dominant, sexuellement actif et dans un registre hétérosexuel. Donc ça, ces normes de féminité et de masculinité à l'adolescence sont particulièrement fortes et la non-conformité à ces normes-là expose à des cyberviolences. C'est comme ça, en tout cas, qu'on peut les interpréter. Et ces attentes sociales différenciées, justement, elles sont très présentes en ligne. Isabelle Clair, à laquelle je faisais référence, cette sociologue, elle ne travaille pas du tout sur le numérique, mais on peut complètement utiliser cette grille de lecture de être une fille bien, être un vrai mec, pour comprendre aussi ce qui se passe en ligne. On évoquait tout à l'heure le fait des jeunes filles qui ne se respectaient pas dans la Serious Game avec Leïla. C'était un des témoignages des garçons, je crois que c'était Pierre, qui disait oui, mais bon, en même temps, elle ne se respecte pas, elle a bien ce qu'elle mérite. On est vraiment dans ce registre-là, en fait, en ligne, qui est exacerbé. Alors, en ligne, ces attentes sociales, elles vont donc être exacerbées, et ce qui se joue en ligne, c'est le gain de popularité. Être en ligne, être sur les réseaux sociaux pour les jeunes, c'est gagner en popularité, mais ça n'a pas les mêmes conséquences pour les filles et pour les garçons. Donc, pour les garçons, gagner en popularité, ça va pouvoir passer, par exemple, par l'accumulation de photos de filles, ce qui va permettre de gagner des points dans le registre « je suis un vrai mec », donc je suis sexuellement actif dans un registre hétérosexuel, je collectionne littéralement, en accumulant des photos de filles, je fais la preuve que j'entretiens des relations sexuelles sans sentiment, puisque c'est tout l'inverse de ce qui est attendu pour les filles. Un garçon qui aurait des sentiments, qui les exprimerait en tout cas, c'est cette expression qu'on retrouve, c'est un canard, donc il y a un mot pour ça chez les jeunes. On voit bien que ça ne répond pas aux normes de masculinité dominante. Donc ceux qui gagnent en popularité, ça va passer par exemple pour les garçons par accumuler des photos de filles, les commenter. Pour les filles, ça va être un peu plus compliqué. Gagner en popularité, bien sûr, sur les réseaux sociaux, c'est possible. C'est plus limité, c'est beaucoup plus risqué. Si on prend un exemple sur Instagram, par exemple, il va s'agir, par exemple, si on est en couple, d'afficher qu'on est en couple avec un garçon, donc là aussi dans un registre hétérosexuel, et avec le même garçon, et si possible mettre tous les commentaires qui vont faire penser qu'on est très amoureuse. Tout ce qui va être en dehors de ce cadre-là expose en tout cas à potentiellement des formes de cyberviolence parce qu'on ne répond pas au code de féminité dominante.
Donc les filles, d'ailleurs, vont être jugées systématiquement responsables de tout contenu qui circule sur elles. On voit qu'ici, c'est un puissant mécanisme de contrôle social, en fait. Ce que les filles devraient faire, ce qu'elles ne devraient pas faire. Le fait que des photos à caractère sexuel circulent, on voit bien que ça ne correspond pas du tout au fait d'être une fille bien. Personne ne s'interroge sur le fait que ces photos circulent alors qu'elle a peut-être absolument rien demandé. Et c'est ce qui revenait beaucoup dans les entretiens avec les jeunes dans les focus group. À chaque fois qu'une situation était évoquée dans tous les établissements scolaires, des exemples revenaient rapidement dans la discussion. Des situations où des photos ont circulé, des photos intimes ont circulé de jeunes filles, mettant en scène des jeunes filles. Unanimement, les filles et les garçons disaient oui, mais là, elle n'aurait pas dû faire ces photos, ça s'arrête là, et c'est pas respecté. Vous ne pouvez pas aller au-delà en fait d'une réflexion pour dire, mais on essayait ensuite dans le focus group de dire, mais oui, mais comment ces photos ont circulé, dans quel contexte, à qui elles les avaient envoyées au départ, est-ce qu'il n'y a pas une rupture de confiance, est-ce qu'elles souhaitaient les envoyer comme ça à tout le monde, est-ce que ces photos n'ont pas été modifiées, est-ce que même ces photos sont à caractère sexuel, parce qu'il y a de nombreuses situations où ce sont des photos personnelles qui sont diffusées, dont le contenu va être finalement sexualisé à travers les commentaires qui vont y être associés. On va induire en fait un contenu, une intention dans une telle photo. Si vous avez vu par exemple la série 13 Reasons Why, la saison 1, vous voyez très bien l'illustration d'une photo qui à la base n'est pas forcément une photo à caractère sexuel, mais qui, mise en contexte, va en fait être interprétée comme étant la preuve qu'une relation sexuelle a été entretenue dans un espace public avec un garçon, et du coup une réputation va être attachée à cette jeune fille. Si on reste sur la photo de départ, je vous invite à regarder la série, elle est vraiment intéressante sur ce sujet-là. Elle n'a pas du tout, c'est pas forcément une photo à caractère sexuel dénudée pornographique. Donc le cybersexisme, pour résumer, c'est un ensemble de comportements, de propos tenus en ligne dans le but d'insulter, harceler, humilier, qui vont toucher majoritairement les filles, mais aussi certains garçons qui ne répondent pas au code de masculinité dominante, et qui vont contribuer à imposer justement, à réimposer encore ces normes de féminité et de masculinité aux deux sexes. Et si on reste sur cette dernière partie de la phrase, on voit bien donc tout l'intérêt pour vous en tant que professionnel, quand vous mettez en place des actions de prévention, ou même de prise en charge de situation, à bien avoir en tête cette grille de lecture, sinon vous allez renforcer le contrôle social exercé sur les filles, en restant scotché sur le fait que, mais qu'est-ce que ces filles ont fait pour en arriver là, pour le résumer de façon simple. Alors justement, quels sont les messages de prévention sur lesquels vous pourriez essayer de travailler dans le cadre de séances ou d'animation de séances de prévention? Il me semble qu'il y a 4 points de vigilance à avoir en tête. Tout d'abord, ne pas culpabiliser les filles. Aucun comportement ne justifie les violences. Ça va mieux en le disant, parce qu'effectivement, dans beaucoup des entretiens qu'on a pu réaliser dans les établissements scolaires avec les professionnels, ça revenait quand même souvent, du coup, le fait de dire oui, bon, on a bien eu cette situation-là, les photos ont circulé, mais voilà. Cette jeune fille, on a déjà eu d'autres soucis avec elle. En fait, c'est pas n'importe quelle jeune fille de l'établissement scolaire. Non, là, en fait, visiblement, elle était victime d'un effet d'emballement, de cyberviolence. Rien ne justifie, aucun de ces comportements ne justifie un tel emballement. Donc, ne pas culpabiliser les filles. Mais à l'inverse, le deuxième point, c'est le corollaire, ne pas non plus les surprotéger. Beaucoup de professionnels, là aussi, disent « Ah oui, mais nous, on a bien compris que les cyberviolences, ça concerne davantage les filles. Du coup, nous, on met le paquet en fait sur la prévention sur les filles, en leur disant vraiment, il faut faire attention. Les réseaux sociaux, Snapchat, tous les échanges que vous pouvez faire, il faut vraiment que vous fassiez attention parce que les dangers sont vraiment très importants pour vous, les filles. Mais quelle société on construit si finalement on en arrive à dire que ce seraient certains comportements que les filles auraient qui justifierait quelque part, puisque c'est ça le raisonnement, les situations auxquelles on aboutit. Finalement, il manque un bout de la prévention, c'est-à-dire aussi éduquer les garçons sur les comportements à avoir. Il ne s'agit pas de ne pas faire de la prévention en direction des filles, mais les messages doivent bien sûr s'adresser aux filles et aux garçons. Et c'est aussi en lien avec le troisième point, dans ces messages de prévention, toujours veiller à responsabiliser l'agresseur, l'agresseuse
et ou les agresseurs, agresseuses. Je le mets au pluriel parce qu'on pense souvent, et d'ailleurs les professionnels restent un peu dans l'enquête souvent coincés dans la difficulté à identifier qui était à l'origine au départ en fait de la situation. Mais ce qu'on constate, c'est que les cyberviolences, c'est souvent de très nombreux protagonistes, de très nombreux agresseurs, agresseuses. La plupart du temps, c'est la diffusion, le repartage, mais aussi les commentaires, la nature des commentaires qui contribuent à cet effet-là. Comme on le disait sur l'exemple dans la série 13 Reasons Why, on voit bien que c'est les commentaires qui ont été faits et la façon dont ça va circuler qui va conduire en fait aux conséquences dramatiques. Donc on voit bien qu'il y a aussi une responsabilité collective des relayeurs, relayeuses, et c'est bien de les nommer dans les actions de prévention, parce que c'est aussi des points d'appui pour dire, bah voilà, il y a moyen d'agir pour faire dégonfler parfois la machine d'emballement en stoppant un certain nombre de repartages ou en arrêtant de commenter de cette manière ce type de contenu, mais aussi en disant qu'il y a une responsabilité individuelle de chacun de ces contenus et de chacun de ces repartages. C'est important du coup de pointer les responsabilités dans les actions de prévention. Et puis enfin, c'est un autre point qui nous tient particulièrement à cœur, il ne s'agit pas, à travers ces actions de prévention, de diaboliser les outils du numérique. Évidemment, le sexisme n'a pas attendu Internet pour exister. Il se trouve, comme on l'a vu, renforcé par les outils et les moyens offerts par le numérique, notamment par les réseaux sociaux, qui, par leur fonctionnement même, à travers le fait qu'on est sur le partage de contenus à caractère visuel et les commentaires portés sur ces contenus, la plupart des réseaux sociaux fonctionnent là-dessus, ce fonctionnement-là, il s'adapte bien au sexisme lui-même. Mais ce n'est pas les réseaux sociaux et le numérique de manière générale qui est responsable. Au contraire, on peut travailler dans les actions de prévention sur ces supports-là pour travailler à une réflexion plus large sur le sexisme, par exemple en réfléchissant sur les comptes Instagram que les jeunes suivent, de célébrités, quels sont les types de contenus qui circulent, comment les normes de masculinité et de féminité y sont représentées. Il y a plein de manières très ludiques de pouvoir aussi utiliser le numérique dans les actions de prévention. Alors je vous présente ici quelques outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Je crois que dans votre dossier, vous aviez justement le flyer qui est ici présenté à l'écran. C'est un flyer qui est à destination plutôt des jeunes, mais qui peut servir aussi pour les adultes, bien sûr, qui rappelle les conseils face à une situation de cybersexisme et les ressources utiles, les contacts utiles. On a remis notamment le lien vers le numéro de NetÉcoute qui était présenté en début d'après-midi. Et puis vous avez à droite une affiche qui propose 5 bons réflexes contre le cybersexisme. L'idée là, c'est vraiment d'être plutôt un lanceur de discussion. Ces outils, vous pouvez tous les commander en ligne. Et là, sur cette affiche, l'idée, c'est de pouvoir voir pour chacun de ces réflexes lesquels sont les plus faciles à mettre en œuvre, lesquels sont un peu plus difficiles, comment on peut faire pour les mettre en œuvre individuellement, collectivement. Et vous pourrez retrouver de nombreuses ressources sur notre site, que vous pouvez retrouver sur stop-cybersexisme.com. Il y a 3 onglets principaux, vous voyez ici affichés à l'écran. Alors c'est un site qui a été pensé pour être accessible pour les jeunes dès le collège ou le lycée en autonomie. Donc la partie de gauche, le cybersexisme, c'est quoi? Présente de façon très synthétique justement la dimension sexiste des cyberviolences que je viens de vous présenter brièvement. La partie centrale va être plus intéressante sûrement pour vous. Là, vous avez les ressources pour les victimes ou témoins. Ça peut aussi être pour les jeunes directement. Vous pourrez retrouver là notamment les ressources, comment agir face à une situation, quelles sont les ressources en termes de droit notamment, comment je peux signaler un certain nombre de contenus. Et puis sur la partie de droite, donc rouge ici, vous avez l'onglet Prévenir sur lequel vous pourrez retrouver de nombreuses ressources utiles pour préparer des actions ou des séances d'animation. On actualise régulièrement ce site pour le mettre à jour justement des différentes ressources spécialisées. Je vous présente ici...
un petit zoom juste sur 3 choses qui peuvent vous intéresser en particulier sur le site. On a réalisé une trentaine de tutoriels vidéo qui permettent d'expliquer pas à pas comment signaler des contenus sur les différentes plateformes. Ça a été évoqué par NetÉcoute en début d'après-midi. Comment sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc., comment on peut signaler tel type de contenu. On a fait des tutoriels pas à pas parce que c'est pas forcément toujours intuitif de savoir comment signaler des contenus à caractère sexuel en particulier. Et donc, vous pourrez retrouver ces liens-là. Et à chaque fois, on oriente aussi vers la plateforme du ministère de l'Intérieur, internet-signalement.gouv.fr, qui n'est pas très connue et qui peut permettre de signaler des contenus qui se trouvent sur plusieurs plateformes et d'engager aussi toutes les ressources des services du ministère de l'Intérieur qui sont en lien avec les plateformes pour aider à supprimer un contenu qui circule. Sur le centre, je vous ai mis une capture d'écran d'un outil qui peut être assez utile à connaître. On l'a réalisé l'année dernière. Il s'agit d'une fiche juridique. Alors, je vais vous la sortir là si je la trouve. Voilà. C'est une fiche juridique. C'est des questions qu'on nous a beaucoup posées. Les cyberviolences, ça recoupe de très nombreuses situations. Là, on a recensé les principales situations de cyberviolence à caractère sexiste ou sexuel, que vous verrez sur la colonne de gauche. Et à droite, on a cherché en fait quelles étaient les infractions auxquelles elles correspondaient et s'il y avait des circonstances aggravantes, par exemple s'il s'agissait d'une ou d'un mineur victime. Donc vous pouvez retrouver ce travail en fait tout à fait accessible en ligne et aussi vous pouvez commander tous nos outils via notre site internet. Et puis en bas, c'est un extrait de la partie prévention ressources que je vous présentais juste sur la slide d'avant, où vous pouvez trouver de nombreuses ressources. Donc là, on en a plus de 80. Là, vraiment, c'est des ressources spécialisées pour travailler sur la dimension sexiste des cyberviolences. On a cherché à chaque fois à identifier des ressources, à voir aussi quels étaient les outils pédagogiques pour plus facilement animer des séquences de prévention. Et là, j'attire votre attention en particulier sur un guide très très bien fait par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la campagne Non au harcèlement. Pas de cette année, mais de l'année d'avant. Ils ont réalisé un spot qui est vraiment très très bien, qui résume très très bien le propos de mon intervention, qui s'appelle Cassandre. Je vous invite à visionner et qui est un excellent outil de prévention que vous pouvez, il est sorti en 2018, on a eu beaucoup de retours d'associations qui font de la prévention dans les établissements scolaires qui nous ont dit qu'ils l'utilisent et que ça marche très très bien. Il propose une fin alternative et montre en fait un garçon qui finalement choisit de ne pas diffuser la photo de sa copine à tout l'établissement scolaire. Et c'est très très bien vu, à la fois pour travailler sur justement les représentations des normes de masculinité, pourquoi lui, il avait envie d'envoyer cette photo au départ. On voit bien le contexte social qui le pousse à le faire, et c'est vraiment très intéressant à analyser. Les conséquences que ça a pu avoir sur elle, et puis l'intérêt de ce spot, c'est qu'il y a une fin alternative. Et c'est pas toujours le cas sur les supports de prévention du harcèlement qui abordent parfois de façon très frontale la question du suicide, qui est une des conséquences possibles, mais qui parfois peut enfermer aussi la discussion et le dialogue avec les jeunes. Donc je vous invite à aller et voir ce spot, et je vous en parle parce qu'il y a un très bon guide pédagogique qui a été réalisé par le ministère de l'Éducation nationale. On a été aussi associé avec vraiment des séquences pédagogiques par cycle, donc par niveau de classe, qui peut être très utile pour vous donner des sources d'inspiration. Et puis je vous invite à aller voir le site pour trouver plein d'autres ressources qui pourraient vous intéresser. Et enfin, vous informer qu'on organise chaque année, à peu près 2 fois par an, une formation de 2 jours, accessible à tous les professionnels qui le souhaitent. Le principe, c'est que c'est ouvert aux professionnels qui sont en lien avec des jeunes, dans le secteur de l'éducation, de la jeunesse. On a différents profils. Une formation de 2 jours où on permet d'aborder la question justement de la prise en charge et de la prévention des cyberviolences à caractère sexiste et sexuel. Et vous voyez ici également mon contact si vous souhaitez avoir plus d'informations ou des renseignements ou des appuis pour mettre en place tel ou tel projet. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Alors s'il y en a, c'est très peu. Une peut-être.
Merci beaucoup. Je ne peux pas m'empêcher en écoutant votre intervention, mais ça rappelle aussi toute celle de l'après-midi, de penser à la Ligue du LOL, qui concernait des adultes et que je trouve illustre aussi cette question-là. Et en fait, je me disais que même par rapport au rapport à l'écran, enfin, toutes ces choses qu'on a vues cet après-midi, finalement, ça interroge quand même beaucoup ce que nous, en tant qu'adultes et en tant que société, on peut transmettre des rapports entre les hommes et les femmes, des rapports aux écrans, des rapports à la masculinité, à la féminité, à la violence aussi, et à notre manière de gérer ça. Et quand on travaille avec les enfants, et finalement, clairement, on travaille avec les adultes qui les entourent, et que mine de rien, si nous, en tant que société adulte, on ne modifie pas et entre nous, on ne parle pas de ces questions-là, et on ne modifie pas nos façons de faire, même dans la sphère très intime familiale. Et je pense aux violences faites aux femmes et aux décès de femmes victimes de violences conjugales. Je me dis que ça sert à rien d'aller toujours dire aux enfants faites comme on vous dit, mais ne faites surtout pas comme on fait nous. Merci pour cette intervention. Effectivement, un des messages importants dans nos formations, dans nos interventions, c'est bien de prendre en compte le sexisme de manière générale. Il s'exprime sur Internet et en particulier au moment de la socialisation adolescente d'une certaine manière, mais il s'exprime d'une autre manière dans d'autres sphères de la société qui sont effectivement liées. Et c'est important d'ailleurs quand on fait des actions de prévention en direction des jeunes de ne pas les isoler. Et c'est tout à fait juste de faire le lien avec par exemple la Ligue du LOL ou d'autres situations effectivement qui sont tout à fait les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Tout à fait, merci. Merci beaucoup. Merci encore pour votre intervention, on va clôturer là. Merci à tous.